dans Alors, le piège. bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre de ce premier dialogue du Novembre des Camerons. Donc, il me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec mon collègue Jean-François Vallée pour discuter autour du sujet qui nous occupe tous, c'est-à-dire écrire et créer à l'ère de la COVID-19. Alors, nous vivons à une période extraordinaire depuis mars 2020, donc depuis que la pandémie s'est répandue jusqu'en Occident, et depuis que nous avons connu les premières périodes de confinement à la fois au Québec et en France. Et à cette occasion, Jean-François Vallée a eu cette idée que je trouve formidable, qui a été d'ouvrir un espace pour donner la parole aux écrivains pour s'exprimer à propos de cette étrange réalité dans laquelle nous étions plongés l'année dernière. Alors, il y a eu diverses réactions un peu partout dans le monde. On sait qu'en France, dans le journal Le Monde, on a demandé à certaines écrivaines d'écrire sur leur première semaine de confinement. Je pense entre autres au texte de Léla Slimani, suivi de celui de Marie Dariussec, des textes qui ont quand même été assez critiqués parce qu'on trouvait qu'ils mettaient en scène des univers bourgeois, privilégiés, avec un certain regard porté sur soi à caractère un peu narcissique. Bref, le New York Times a également préparé un très beau numéro en réunissant des écrivains d'un peu partout dans le monde pour prendre la parole à propos de la pandémie. Et alors finalement, ce projet donc sur lequel nous travaillons, Jean-François et moi, depuis en ce qui me concerne, depuis l'été dernier, donc l'été 2020, prend la forme d'un projet collectif numérique. Et nous sommes très contents parce que les gens ont répondu de façon très enthousiaste à cet appel à texte et à œuvres. Nous avons maintenant 27 auteurs et artistes dont les textes et les œuvres sont diffusés, comme vous l'avez déjà remarqué, en pièces détachées, au rythme de deux contributions par semaine. Et la table des matières sera dévoilée à la toute fin, ainsi que l'ouvrage, donc le e-book qui va s'en suivre. Alors, je voulais aussi remercier tout de suite le CELAT pour son aide à la diffusion dans le cadre de cet événement et de son organisation. Nous avons aussi, et c'est très important de le mentionner, une petite équipe formidable. Donc, j'ai parlé de Jean-François Vallée, qui est le co-directeur du projet avec moi, et également Antoine Fauchier et Louis-Olivier Brassard, qui sont les deux créateurs du site web et qui ont mis en place vraiment le volet numérique du projet, dont j'aime énormément la facture, avec donc un très beau, qui est illustré par un très beau dessin de Carole Lévesque. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-François. Alors, rebonjour, je vais prendre le relais parce que, étant donné que Chantal est panéliste dans cette rencontre, je vais jouer les modérateurs. Donc, comme Chantal l'a dit, ce projet est né dans mon cerveau un peu malade, un peu dérangé au printemps dernier, tout début du confinement, avant d'être réemporté par l'enseignement à distance. On a arrêté très peu longtemps là, d'enseigner, puis très rapidement, j'ai été repris dans le tourbillon de l'enseignement à distance. Les auteurs que j'avais contactés, beaucoup étaient un peu réticents à commenter à chaud, à créer à chaud à ce moment-là. Et je dois avouer que le projet avait comme un peu été mis sur la glace pendant la fin de session. C'est Chantal qui m'a relancé au mois de mai et qui a décidé d'en faire un projet commun et d'inviter un cercle plus large d'auteurs. Et c'est grâce à Chantal, en grande partie, qu'on a autant de contributeurs maintenant parmi nous. On est allé chercher aussi, ça je tiens à le souligner, là, je suis allé chercher des financements un groupe de recherche, le groupe de recherche sur les éditions critiques numériques, le GREN, et aussi un centre dont je fais partie, qui est le Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité, le CIREM 16-18, qui ont tous deux contribué financièrement et en heures aussi de travail, là, et des fonds qui nous ont permis d'engager Louis-Olivier et Antoine
pour créer ce merveilleux environnement numérique qu'ils ont mis en place et qui continue d'ailleurs d'évoluer, qui va continuer d'évoluer avec le temps. Je pense qu'Antoine nous prépare des surprises, peut-être aussi pour des formes d'impression des textes, de vos textes adaptés là, à différents formats. Donc, c'est un projet numérique. On explore un peu les façons de publier dans cet univers-là, comme l'a dit Chantal, en pièces détachées, avec l'objectif à la fin de créer un recueil. Et c'est inspiré, comme vous l'avez bien deviné, par le Décaméron de Boccace, par l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Le New York Times m'a volé mon idée un peu après, là, mais bon, on était un peu plus rapide que nous. Mais c'était dans un environnement payant, si je me souviens bien, là, qui fait que peut-être ils vont avoir ils n'auront peut-être pas le même succès que nous à long terme. Alors, c'est un projet qui continue de croître, qui devrait, je pense, avec le temps, prendre de l'ampleur. On a déjà environ près de 500 personnes qui nous suivent sur les différentes plateformes, qui sont abonnées à différents réseaux, à notre infolettre, etc. On essaie comme dans le Décaméron et comme dans l'Heptaméron, de susciter aussi des dialogues comme aujourd'hui autour des contributions. C'est un peu le grand objectif de ce projet-là. Je suis d'abord un spécialiste de la Renaissance avant de travailler aussi sur le numérique. Et je m'intéresse beaucoup aux genres du dialogue sur lesquels j'ai fait des recherches et une thèse de doctorat. Donc, cette idée de créer des dynamiques dialogiques autour des textes, c'est quelque chose de très important pour moi. Alors, je suis très content que vous soyez là aujourd'hui. Donc, on va peut-être commencer tout de suite avec une première intervention de Emmanuel Catan, dont certains ont peut-être pu lire le texte. Il y vient quelqu'un sur notre site, un très, très beau texte, très dense. Emmanuel Catan est auteur, romancier, directeur du programme Alliance à l'Université Columbia à New York. Il a eu le courage de s'enfoncer à nouveau, je pense que ce n'était pas la première fois, dans le terrier de Kafka. Et on va lui laisser nous expliquer qu'est-ce qui l'a amené à s'enfoncer dans cet univers particulier. Merci beaucoup Jean-François, merci Chantal. Je suis très heureux d'être ici parmi vous depuis New York. Donc, lorsque Chantal m'a écrit en fait pour m'inviter à participer à cette belle expérience, j'ai tout de suite été séduit, essentiellement par la perspective de rejoindre une communauté virtuelle, parce que ce qui m'attirait finalement, c'était l'idée de créer quelque chose ensemble, avec des amis, avec des personnes qui elles aussi cherchent dans l'écriture un moyen de faire sens. Nous avons tous, il me semble, en partage la conviction que les mots, les récits, la poésie, les arts visuels peuvent nous transformer, nous apprendre à peupler le monde autrement. Et donc, je suis très reconnaissant à nouveau à Chantal et à Jean-François de m'avoir permis de participer à cette aventure. Mais quand j'ai commencé à réfléchir sur le confinement, sur la pandémie, franchement, je ne savais pas vraiment trop quoi dire. Pourtant, le confinement, ça semble être un sujet tout désigné finalement pour un écrivain, puisque écrire, est-ce que c'est pas justement une activité solitaire par excellence, pas simplement parce qu'il faut être seul évidemment pour écrire, mais aussi et probablement parce qu'il faut vouloir éprouver la solitude, faire l'expérience de la solitude. On aurait pu penser donc que personne n'aurait été mieux placé pour parler du confinement qu'un écrivain. L'isolement, le recueillement, l'éloignement, tout ça, ça nous connaît évidemment. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment de savoir exceptionnel à partager sur l'expérience de l'isolement. Et pas uniquement parce que la solitude n'est pas universalisable, mais aussi parce que, bon, notre isolement, il fallait bien le reconnaître en tant qu'écrivain ou artiste, et désiré, il n'est pas subi. Et le confinement, il me semble, donc, en y réfléchissant bien, nous amène plutôt à nous interroger sur l'écriture elle-même, ce qui était finalement le but de l'expérience du Novembre Décaméron, face aux tragédies qui nous entouraient, qui continuent de nous entourer aujourd'hui, face au courage des soignants. L'an dernier, par exemple, c'était New York, comme vous le savez, qui était au cœur ou dans l'œil du cyclone. Aujourd'hui, ce sont d'autres endroits dans le monde, y compris en particulier
l'Inde, qui est l'un des pays les plus affectés. Donc, face à tout ça, en tant que quelqu'un qui est dans la vie des livres et qui écrit, on se sent évidemment inutile. Et donc, mon but, c'était d'essayer de répondre en écrivant, mais au fond, en se rendant compte aussi que écrire, c'était une activité fondamentalement futile. Donc, si je me suis tourné vers Kafka, c'était un peu pour cette raison. Donc, vers la fin de sa vie, Kafka, dans plusieurs de ses récits, s'est posé cette question directement ou non: à quoi sert écrire? Comment est-ce que l'écriture peut nous aider à vivre? Est-ce qu'elle peut être un chemin qui nous entraîne ou qui nous rapproche de l'autre? J'ai relu Le Terrier, donc en pensant qu'il me fournirait des clés pour comprendre l'expérience du confinement. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est pas tellement justement une sorte de de lumière sur l'expérience de l'enfermement, mais plutôt une question: est-ce que l'écriture peut nous transformer? Kafka, évidemment, ne nous donne pas de réponse directe, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce texte, c'est qu'il cherche à tester et à éprouver cette expérience en écrivant son récit. Ce qu'il cherche à faire, en d'autres termes, c'est un récit qui soit lui-même une expérience et non pas la description d'une expérience. En fait, la littérature, la plupart du temps, on la conçoit comme une représentation de la réalité. Un récit, c'est une forme d'image, une image, une représentation par les mots qui est évidemment inventée, imaginée. Et c'est l'idée donc bien connue, par exemple, qu'exprime Stendhal en disant: un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Et c'est un peu contre cette idée, je crois, que Kafka voulait s'insurger dans ce récit. Ce qu'il a voulu faire, en fait, c'est écrire un récit qui ne soit pas une image, justement, mais qui soit l'expérience d'une vie intérieure, une pensée qui fait l'épreuve d'elle-même, qui s'éprouve elle-même. Alors évidemment, ce que j'ai essayé de comprendre en relisant ce récit, c'est l'expérience de ce projet impossible. Impossible parce que il ne donne pas de place à l'autre. La créature qui est un peu disons le narrateur ou la narratrice de ce récit ne fait qu'imaginer ses ennemis mais ne les rencontre jamais. Et pourtant, c'est justement la rencontre de l'autre qui nous permet de prendre conscience de nous-mêmes. Donc, j'étais forcé de réaliser que Le Terrier aboutissait à un échec, mais ce qu'il essaie d'être, c'est-à-dire une œuvre autonome qui se tient par elle-même ou d'elle-même, comme disait Flaubert, nous éclaire peut-être sur ce que peut être l'écriture, c'est-à-dire un geste de résistance, d'indépendance. Écrire, autrement dit, ça ne sert à rien, en tout cas pas dans le sens où, par exemple, un sofa ou un sèche-cheveux pourrait servir à quelque chose. Un récit, un livre, ça existe par soi-même. Et tout ce qu'on peut faire avec, c'est essayer d'exister nous-mêmes ou nous aussi à l'intérieur de ce récit, c'est de nous laisser en fait transformer, traverser par lui. Et la lecture, par voie de conséquence, permet elle aussi, disons, de dépasser l'expérience ordinaire du temps comme l'écriture le fait. Dans le quotidien, on traverse le temps à toute vitesse, on est toujours, et on l'a vu dans le confinement aussi, face à des tonnes d'obstacles. Le temps est un obstacle à vaincre, il nous manque, on essaie de le dépasser, de le consumer, de le consommer. On est toujours un peu dans une course contre la montre. Et puis la lecture, en fait, elle nous permet donc de retrouver une certaine sensation du temps. On éprouve le temps qui passe, on ne se contente pas de le traverser, mais on en fait l'épreuve, on réalise en fait par la lecture que chacun d'entre nous produit du temps, que chaque pensée que nous avons crée un nouveau moment dans l'univers. Et en créant du temps, on devient un peu plus libre. Et donc voilà pourquoi la lecture de Kafka me paraît précieuse et m'est apparue précieuse en ce moment. Elle nous permet, si vous voulez, à l'intérieur du confinement, de faire une certaine expérience de la liberté. Et je dois dire aussi qu'en lisant les autres textes du Novant-Décaméron, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'étais aussi reconnaissant aussi de l'expérience de lire ces autres textes, c'est aussi ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire un désir de résistance et de liberté. Voilà.
Merci beaucoup, Emmanuel Catan, pour cette très belle justification de l'écriture et de la création, même en des temps comme ceux qu'on connaît. Selon la formule qu'on a choisie, on a prévu plutôt de faire des questions à la fin pour s'assurer que tout le monde puisse présenter son texte. Donc, si ça ne vous gêne pas, on va passer à la prochaine intervention. Je veux juste signaler que parmi nous, maintenant, j'ai vu entrer des gens qui sont des contributeurs, soit passés ou futurs. Je crois que Pierre Troulier est là, qui a contribué aussi à une très belle série de poèmes, qui va peut-être pouvoir donner la parole après, là, s'il nous reste du temps. On a aussi des contributeurs, contributrices de l'avenir qui sont là, hein, Laure Gauthier, Hélène Rioux, Élise Turcotte. Donc, merci d'être là, à nos futures contributrices et contributeurs. Je donne maintenant la parole à ma co-directrice, Chantal, qui est aussi contributrice dans ce projet. Chantal Ringuet, vous la connaissez, je pense, la plupart d'entre vous. Elle est autrice, traductrice, entre autres, et membre associé aussi au CELAT, au Centre de recherche à la culture, art et société. Je crois qu'il y a d'autres membres de ce centre qui sont présents ici, là, dont on va entendre parler tout à l'heure. Et Chantal va nous parler de sa très belle forêt en chambre. Alors, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette petite présentation. Et je dois dire que les questions qu'a soulevées Emmanuel au début de sa présentation font écho, en fait, portent assez loin. Comment écrire sur la pandémie tout en étant plongé dans le vif de cette expérience, c'est vraiment une situation, c'est une question à laquelle nous sommes tous heurtés, je crois, ceux qui sont écrivains, artistes et qui sont habitués à vivre cette expérience de la retraite, de la solitude, mais d'une façon libre. Est-ce que la retraite obligée peut nous transformer? Et que tirer de cette expérience d'un isolement forcé? Alors, ce sont les questions qui ont servi d'amorce, de point de départ à mon propre texte, Forêt en chambre. À l'origine, c'est le titre d'une suite poétique que j'ai écrite pendant les premiers mois du confinement. Maintenant, le texte, le récit que j'ai publié dans le Novant Décaméron, est coiffé du même titre et il se présente en fait comme l'envers des premiers textes. Je dirais que c'est la musique du poème qui m'a guidée pour l'écrire. Alors, ce récit est un peu comme la toile dans la trame du tissage, si on fait une analogie avec le travail de la couture, qui pour moi renvoie au travail de la mémoire et à des souvenirs d'enfance, puisque j'ai passé énormément de temps quand j'étais enfant avec ma grand-mère maternelle qui était couturière. Alors, ce rapport entre endroit et envers renvoie donc à ce travail manuel et par extension, on peut penser à ce qui se cache à l'intérieur du vêtement et à l'intérieur de l'étoffe. L'expérience poétique que l'on retrouve dans ce récit paysage est celle tout d'abord du constat d'une catastrophe mondiale qui est suivie d'une brève exploration de la forêt, puis d'un retour vers soi qui nous plonge dans un univers onirique façonné par le végétal. Alors, j'ai voulu dans ce texte construire des réseaux de sens par-delà les paramètres habituels, ce que le titre lui-même évoque d'entrée de jeu. Il s'agit bien d'une forêt en chambre et non d'un balcon en forêt, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Julien Gracq, un auteur que j'ai longuement fréquenté, et aussi pour faire suite aux commentaires de l'un de nos auteurs, Pierre Troulier. Donc, devant les affres de la pandémie et face au temps suspendu, un recentrement se produit. C'est un recentrement sur le sujet qui s'abandonne à la contemplation et à la rêverie. Donc, dans une forme de solitude, mais une solitude où des liens se tissent avec une autre auteure, une auteure qui est décédée aujourd'hui, une poétesse de la nature dont le nom était Rochel Korn ou Rachel Korn. C'est également une autrice que je traduis depuis quelques années.
Habitant Montréal, je vais souvent me promener à la montagne. Le Mont-Royal est situé au cœur de la ville, donc c'est un poumon dans l'espace urbain, un peu comme c'est le cas également de Central Park à New York, mais de façon plus modeste. J'aimerais souligner au passage qu'en fait que les deux parcs ont été aménagés par l'architecte paysagiste Frederick Law Olmsted. Et dans la littérature, il faut le rappeler, le Mont-Royal est un lieu très important, donc dans la littérature québécoise, mais également dans la tradition littéraire anglo-québécoise ou anglo-montréalaise. D'une part, donc plusieurs œuvres le représentent et d'autre part, de nos jours, quand on se promène sur le Mont-Royal, on peut y faire un parcours de poésie. Il y a eu une très belle initiative qui a été mise sur pied il y a quelques années où on a décidé d'inclure la voix, donc de citer, d'inclure des citations de poèmes. On a gravé des paroles de poètes, des extraits de poésie dans différents espaces de la ville où on a un point de vue particulier. Et également, ceux qui me connaissent le savent, je travaille sur la littérature yiddish qui a été en fait une très grande tradition littéraire à Montréal. Et pour les poètes yiddish de la première génération, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés après la révolution russe de 1905, qui se sont installés dans la ville, le Mont-Royal évoquait les collines de Jérusalem, c'était Tour Malka. C'était aussi un espace d'émerveillement qui pouvait inspirer une certaine ascension. Également, la montagne étant coiffée d'une croix, on retrouvait là un symbole à la religion catholique et finalement l'un des plus beaux points de vue sur la ville, tel qu'on peut le percevoir juste au bas du Mont-Royal, du côté est de la ville. Ces premiers poètes étaient majoritairement de jeunes hommes. On a beaucoup parlé du Mont-Royal dans la poésie yiddish, disons des années 1920 aux années 1940. La poétesse que je traduis a vécu juste à côté du Mont-Royal, après avoir parcouru, après avoir fait un long chemin d'exil jusqu'en Ouzbékistan. Elle a émigré en 1948 à Montréal. Quelques années plus tard, donc, elle est allée vivre rue Maplewood. C'est vraiment sur le flanc nord du Mont-Royal. Et ce qui est très intéressant dans son œuvre, c'est que c'est une femme pour qui le rapport à la nature était extrêmement important. Et c'est ce qui fait le pont entre l'avant et l'après, entre l'avant-Shoah et l'après-Shoah, mais aussi entre les deux continents, etc. Et qui a permis un peu de transcender la grande brisure qu'elle a vécue depuis, après la disparition de ce qu'on appelle maintenant le Yiddishland. Rachel Korn, c'était aussi, plusieurs l'ont mentionné, la première femme poète de la Galicie, et à son sujet, Elie Wiesel a dit qu'il retrouvait dans ses textes un motif mystique. Donc une femme passionnante qui a été, à mon avis, l'une des premières poétesses du nature writing au Québec, au Canada, mais aussi dans la littérature yiddish. C'est une innovation importante à son époque, puisque cette littérature était associée aux grands centres urbains, c'est une littérature urbaine. On a parfois quelques liens avec la nature, chez des écrivains comme Dernister, où il y a marqué par un symbolisme important, mais ça demeure quelque chose qui est assez marginal. Alors, en ce sens-là, elle a été aussi précurseur, vraiment pionnière à son époque. Et non seulement elle est une poétesse que j'ai commencé à traduire il y a quelques années, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'elle a trouvé sa place dans mon écriture. Et c'est ce dont témoigne ce petit texte « Forêt en chambre ». Donc, on retrouve dans ce texte une trajectoire dans la nature. C'est une réalité collective assez banale pour tous ceux qui habitent Montréal. C'est-à-dire que quand on veut s'éloigner du centre-ville et des bruits, un peu de l'atmosphère parfois un peu chaotique qui s'y trouve, c'est sur le Mont-Royal qu'on va se balader
et dans quelques autres grands parcs. Durant la pandémie, c'était le lieu où tout le monde se rendait, donc les gens se sont massivement regroupés à la montagne. Le monde avait fermé ses portes et c'est le cas dans toutes les grandes villes, je crois. Tous les parcs ont été vraiment l'endroit où les gens se sont réunis et c'est toujours le cas maintenant, à l'heure actuelle. Mais alors, la situation s'est tout à fait renversée, comme on le sait, puisque les regroupements massifs ont créé, bon, évidemment, sont devenus très dangereuses, à tel point que les autorités municipales ont dû également fermer l'accès à la montagne. La narratrice de mon texte se heurte à cette situation et elle doit faire demi-tour jusqu'à sa résidence. Et c'est là que prend forme un trajet intérieur où la forêt vient à elle, où les arbres viennent chatouiller ses fenêtres de telle sorte qu'elle se retrouve en osmose, en quelque sorte, avec les vers de la poète Rachel Corn. Pour Rachel Corn, donc, le retrait dans cette maison qu'elle a habitée pendant plus de 30 ans, la maison de la rue Maplewood, et l'écriture sur les arbres était à la fois un refuge, une délivrance et une rédemption après la Shoah. Et donc, cette espèce d'osmose qui se crée dans l'imaginaire entre la narratrice et Rachel Corn est évoquée par la phrase suivante: « Ensemble, nous fabriquons la reliure du poème ». Donc, cette retraite, ce parcours intérieur n'est pas simplement une forme de réclusion, il comprend aussi un potentiel de création quand on puise à l'intérieur de soi et qu'on écrit sur la végétation. Cette végétation qui, dans la réalité, n'a cessé de proliférer depuis le début de la pandémie. Et il s'agit de porter en fait un autre regard sur le monde qui nous entoure, ce qui est métaphorisé dans mon texte par la phrase finale où, pendant des mois, la narratrice s'affaire à regarder par la fenêtre des arbres. Voilà. Merci beaucoup, Chantal, de nous avoir parlé de ce magnifique texte qui se déroule dans un lieu aussi magnifique où je vais me réfugier souvent, moi aussi, à Montréal. Comme on a dit, on va continuer avec les présentations pour pouvoir avoir le temps de discuter à la fin. Donc, on passerait tout de suite à notre contributeur, Alexander Decaux, je ne sais pas si je prononce bien, j'espère, qui est poète, chercheur, romancier, traducteur et professeur, associate professor of French à Virginia Tech, et qui nous a envoyé un très, très beau texte, très dense, très poétique, des amours vénéneuses, dont il va nous parler à l'instant. Merci beaucoup à Jean-François, comme à Chantal. Je suis très, très heureux de me retrouver parmi vous. Pour commencer, je répéterai un petit peu les propos d'une écrivaine qui est venue nous rendre visite dans mon cours sur la science-fiction française ce semestre, Catherine Dufour, qui est une écrivaine de science-fiction donc, et qui disait qu'elle n'a pas voulu écrire sur la pandémie parce qu'elle trouvait que c'était un sujet en quelque sorte antilittéraire ou pas susceptible d'être traité littérairement. Et justement, j'ai eu un peu la même réflexion après les premiers textes qui sont parus de Slimani, auxquels on a fait allusion tout à l'heure. Je me suis posé la question comment traiter littérairement ce phénomène qui est plutôt un contexte qu'un événement, un contexte dans lequel on baigne, et donc un peu difficile à cerner et à traiter littérairement. Mais justement, quand Chantal est venue me parler de ce projet du Nouveau Décaméron, j'ai été intéressé, justement parce que ça me semblait un défi, ça me semblait quelque chose de particulièrement difficile à faire, et donc qui valait justement le coup d'essayer. Donc j'ai fait cette nouvelle des amours vénéneuses, qui est, comme dans mon roman Le Premier Souper, qui vient de paraître en mars, est une tentative d'imaginer à nouveau frais ou d'imaginer autrement la physiologie humaine. En particulier, j'imagine les êtres humains comme quand ils sont exposés à d'autres êtres humains, ils meurent en peu de temps après ce contact.
Et donc, il y a plusieurs autres détails dans cette autre physiologie, cet autre système biologique. Il meurt très rapidement après de faire l'amour, bien sûr, et les enfants naissent du corps mort de la mère, comme les serpents, avec des instincts de survie très développés. Et donc, on a justement au début de cette nouvelle, le protagoniste qui grimpe hors de sa mère et qui émerge avec une conscience entière de ce qui se passe de sa naissance. Et donc, je raconte la vie entière d'un de ces individus qui habite sur une espèce d'île, parmi d'autres îles, sur une espèce d'archipel. Et je raconte sa vie jusqu'à sa mort. Donc, ça forme une espèce de boucle qui parle du cycle de la vie. Et évidemment, le sujet principal de cette nouvelle, c'est l'isolement ou l'isolement par rapport aux autres êtres qui existent sur ces autres îles autour. C'est une allégorie un peu bizarrement décalée de la pandémie, où chaque individu vit sur une île et la proximité avec les autres est mortelle. Donc, j'ai pris à rebours l'idée de John Donne que no man is an island. Au contraire, ici, chaque être est une île. Et j'ai essayé d'imaginer une existence réellement isolée ou coupée des autres, où pourtant chacun arrive à développer une conscience de soi et une conscience qui fonctionne. C'est une version un peu hyperbolique de l'existence confinée de la pandémie, bien sûr, mais c'est aussi une version d'une idée qui traverse mon œuvre par ailleurs, qui est celle de l'amour impossible ou empêché, star-crossed lovers, n'est-ce pas? C'est l'état du protagoniste envers son amante à la fin du récit, où ils se rejoignent pour finalement mourir et recommencer ce cycle vital assez particulier. Mais en écrivant cette nouvelle, je me suis très vite pris au jeu du style. J'ai voulu faire quelque chose de très dense, comme le dit Jean-François, poétique et aussi inventif que possible. Je me demande un peu, je pense qu'une limite de cette nouvelle est de se perdre un petit peu sous les coups du style, mais à la rigueur, c'est pas grave, du moment où le style reste expressif et évocateur pour les lecteurs. J'ai été très séduit par cette idée d'être conscient du fait d'être un bébé, d'être un nouveau-né et pourtant d'avoir une conscience pleinement développée. Ce mystère que nous partageons tous d'une naissance qui nous échappe, dont nous n'avons pas le souvenir, il me semblait intéressant de le prendre à rebrousse-poil et d'essayer d'imaginer au point de vue d'un adulte le moment de la naissance comme si on naissait déjà adulte. Et c'est ça l'image d'ouverture de cette nouvelle. Plusieurs choses que je voulais éviter dans cette nouvelle. Le premier, c'est évidemment l'aspect journal de confinement. Je voulais faire tout autre chose qu'un journal de confinement. J'admire beaucoup les choses de nature plus autobiographique qu'ont tissé d'autres écrivains qui font partie du Novant-Décaméron, mais je savais que ce n'est pas ce que je voulais faire pour ma part. Je voulais que ce soit pas du tout autobiographique et que ça prenne de la distance par rapport à la situation dans son sens littéral. Je trouve que l'approche autofictionnelle, autofictive est dans l'air du temps et justement je voulais faire un peu autre chose. En même temps, bien sûr, ça parle quand même de moi, mais à une certaine distance fictive. Alors, parmi les œuvres du Novant-Décaméron, il y en a un qui m'a particulièrement parlé et dont je voulais dire quelques mots dans son rapport à ce que j'ai fait. J'ai senti une certaine affinité avec le travail d'Emmanuel, justement, d'Emmanuel Cattan,
y compris son dessin avec ses visages qui se collent les uns aux autres, que j'ai trouvé fascinant, parce que Catan a choisi aussi la voie de l'examen critique et plutôt que le discours sur soi, mais aussi parce que le Terrier de Kafka a aussi quelques affinités avec l'histoire d'isolement que j'ai construit dans mon récit, et qu'il s'agit dans les deux cas d'interroger l'idée et les limites de l'allégorie. Hein. C'est évidemment des allégories dans les deux cas, ou au moins à un certain niveau. Aussi parce que mon récit, s'il raconte une naissance suivie d'un acte de procréation, raconte aussi la création d'une œuvre. Hein, c'est une allégorie aussi de la naissance de l'œuvre, comme dans le Terrier, à un certain niveau de lecture. Là où mon travail diffère à la citadelle intérieure, comme le dit Emmanuel du Terrier, c'est que je raconte finalement l'impératif absolu d'aller à la rencontre de l'autre, quitte à en mourir. Bien que, en regardant cette phrase que j'ai écrite tout à l'heure, je me demande si le Terrier ne raconte pas exactement la même chose, finalement, puisque il vient quelqu'un à la fin du Terrier, justement, aussi. Donc la rencontre est en quelque sorte fatale, et doit arriver. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas combien de minutes j'ai passé, donc je laisse à Jean-François le soin de poursuivre. Merci beaucoup, Alexander, pour cette présentation très éclairante des amours vénéneuses, qui me permet aussi de comprendre davantage cet univers foisonnant. C'est tout à fait intéressant. Nous passons à la prochaine contributrice, qui est Carole Lévesque, à qui on doit, entre autres, le magnifique dessin Centre-Ouest qui orne notre page d'accueil. Vous avez sans doute tous remarqué ce dessin qui est absolument magnifique, qu'on peut agrandir et qu'on peut regarder dans le détail. On le voit derrière toi, d'ailleurs. Oui, on en voit un petit détail derrière moi, une partie. Là. Il faut aller sur le site pour le voir au complet. On ira d'ailleurs tout sur le site. Tout à l'heure, je partagerai l'écran pour qu'on ait voir aussi les œuvres visuelles qui accompagnent les textes, comme l'œuvre d'Eleanor Goldberg, qui est magnifique aussi à la fin du texte de Chantal, le dessin d'Emmanuel Catan aussi, qu'il faut voir. Carole Lévesque, elle est professeure à l'école de design à l'UQAM, ici à Montréal. Elle est aussi membre régulière du CELAT, comme Chantal. Elle est, comme on vient de dire, dessinatrice. Elle semble aussi photographe. Elle fait une très belle photo pour accompagner son texte. Et aussi une très belle balado, comme on dit ici au Québec, un podcast, qui est une lecture de son texte, dont elle va nous parler à l'instant, qui ne s'enfonce pas dans un terrier cette fois-là, mais nous fait nous attacher à un terrain vague. Alors, je lui donne la parole. Merci Jean-François. Enchantée de vous rencontrer tous, ceux pour qui c'est la première fois qu'on voit les visages, même si c'est à l'écran seulement. Comme le dit Jean-François, c'est mon dessin qui est en frontispice du site web. C'est un dessin qui fait partie d'une série de 6 dessins sur le terrain vague de Montréal. Mon travail... je ne suis pas écrivaine, contrairement aux gens qui ont présenté jusqu'à maintenant, mais je suis plutôt donc designer, architecte, et mon travail oscille entre, je dirais, le design, l'architecture et les arts visuels, mais je m'intéresse principalement donc à la présence de ces lieux qu'on dit vagues dans la ville, qui sont des lieux délaissés, oubliés, qu'on considère généralement comme des lieux dangereux, sales, et que s'il y en a un à proximité de chez soi, on tend généralement à vouloir s'en débarrasser. Mais je m'intéresse à ces lieux parce qu'ils sont à la fois la mémoire et le devenir de la ville. Et c'est des lieux, en fait, qui nous permettent de comprendre la dynamique de la ville, comment elle se construit, comment elle se transforme. Ça nous parle des mouvements politiques, économiques, la démographie, etc. Donc, il y a comme une espèce de savoir latent à l'intérieur de ces endroits-là, et je les trouve absolument captivants
pour ces raisons-là. J'ai fait en 2015 le dessin, je regarde en haut parce que le dessin derrière Jean-François est devant moi, que vous ne voyez pas en ce moment, mais donc j'ai fait cette série de dessins à la suite d'une longue marche à travers l'île de Montréal. Donc, c'est l'équivalent, si on pouvait marcher en ligne droite, comme pour le vol d'un oiseau, c'est une marche de 52 km. Mais bon, le fait que je ne vole pas fait en sorte que plusieurs détours sont nécessaires et je ne sais pas exactement combien de kilomètres ça finit par être, mais j'ai marché donc pendant 42 heures pour traverser l'île de Montréal en suivant une trajectoire à peu près centrale dans l'île pour m'assurer de traverser le plus grand nombre de lieux vagues possibles, puisque c'est une trajectoire qui suit plus ou moins des grandes infrastructures, des infrastructures routières, des infrastructures électriques aussi, et des lieux industriels qui ne sont plus nécessairement, qui ne sont pas tous encore actifs. Donc, cette longue marche, on peut s'imaginer 42 heures à marcher dans des lieux abandonnés, tout seul. Ce n'est pas de l'ordre du confinement, mais c'est de l'ordre un peu peut-être équivalent à l'écriture pour l'écrivain. Donc, c'est une forme d'isolement, une forme de solitude, mais qui donne le temps, en fait, de bien regarder la ville et de bien regarder ces lieux qu'on considère vides comme étant des lieux, en fait, remplis de toutes sortes d'éléments d'une vie végétale, d'une vie animale, mais aussi d'une vie humaine, puisqu'on y retrouve toutes sortes de traces de passage. Et quand on retourne, je suis retournée plusieurs fois sur les mêmes lieux, les traces de passage varient, changent. Un terrain vague, par exemple, où j'ai pu trouver une cuisine un jour, l'été suivant, il y avait plutôt un salon. La cuisine avait disparu, mais le salon était présent. Donc, je ne sais pas qui se débarrasse de ces bouts d'appartements un été après l'autre, mais bon, il y a des mystères. L'idée aussi de travailler sur le terrain vague, c'est de montrer que dans cet espace vague, donc qui devrait se définir comme quelque chose qui est flou, incertain, qu'il s'agit en fait de lieux très précis, qu'il s'agit de lieux qu'on peut décrire très longuement, qu'on peut observer très longuement, et à force d'y passer du temps, mais en fait, ça devient une observation du moment présent, puisque l'histoire, on peut la connaître, on peut la deviner, mais elle est un peu incertaine. Et on sait que c'est un état temporaire de toute manière, puisque la grande majorité des terrains vagues finissent par être démolis pour y construire autre chose. Donc, la question du temps présent, de regarder la ville comme elle est au moment où on y est quelque chose d'absolument central dans ma façon d'investiguer la ville. Donc, quand la pandémie s'est mise en route, moi, j'avais la grande chance d'être à Rome. J'y étais depuis déjà plusieurs mois pour marcher, pour documenter et dessiner le terrain vague à Rome. Et au mois de mars, en fait, à la fin février, c'est plutôt le nord de l'Italie qui était d'abord touché par cette pandémie. À Rome, les gens étaient nerveux, mais bon, ça allait. Mais assez rapidement, en fait, quand l'Italie du Nord a été, disons, mise en quarantaine, les touristes se sont enfuis de Rome. Et donc, je dirais, du moment où la quarantaine a été mise en Italie du Nord et dans les 3 ou 4 jours qui ont suivi, c'est comme si tous les touristes s'étaient rapatriés chez eux. Et donc, Rome est devenue une ville plutôt tranquille, agréable. Et les jours qui ont suivi, les citoyens de Rome ont été un peu plus discrets, un peu moins au café, etc. Si bien que les derniers jours où j'étais à Rome, je pouvais aller sur tous les sites touristiques et y être seule.
C'était une expérience absolument fantastique. Donc, en même temps qu'il y avait cette nervosité qui grandissait, en même temps, il y avait quelque chose d'absolument fantastique qui se produisait puisque soudainement, la ville était calme, était vide, c'était facile d'y marcher et c'était agréable aussi d'y marcher. Il y avait très peu de voitures. Et donc, comme bon, l'étau se resserrait, les cas se rapprochaient de Rome, j'ai pris la décision de rentrer à Montréal un peu plus tôt que prévu. Et quand je suis arrivée à Montréal, donc je suis arrivée à Montréal le 4 mars, et à Montréal, c'était business as usual. Donc, je suis arrivée, il n'y avait pas encore de directive sur quoi faire quand on arrive de l'étranger. Donc, je suis allée manger au resto avec des amis. Donc, c'était la vie complètement insouciante de ce qui allait se produire le 12 mars au moment du confinement. Et je regardais en fait les amis, la ville et tout ça comme si personne s'attendait à ce qu'il allait s'en venir alors que c'était clair comme de l'eau de roche que ça allait nous rattraper ici aussi. Et quand finalement c'est arrivé le 12 mars et qu'on a dû tous se replier chez soi, j'ai eu un sentiment un peu de culpabilité me retrouvant un peu joyeuse, en fait, que Montréal aussi se retrouve soudainement calme et disponible pour pouvoir y déambuler comme si on était dans une ville abandonnée, mais où rien encore est en ruine. Et donc, je trouvais ça assez fantastique et en même temps, j'avais ce sentiment de culpabilité qui m'habitait puisque, bon, c'est quand même pas quelque chose de drôle qui nous arrive. Donc, lorsque Chantal a communiqué avec moi pour participer à cet ouvrage, sur le coup, je me suis dit, ben, tout ce que j'ai à dire de la pandémie ou du confinement, mais c'est des bonnes choses. Moi, ça me convient, le confinement. Et je me suis dit, ben, je peux quand même pas écrire un texte joyeux sur le confinement, ce serait sans doute mal vu. Et ensuite, je me suis mise à réfléchir, en fait, à ce que mes terrains vagues auraient peut-être à dire sur cette histoire-là. Un terrain vague en particulier, le TV087, celui dont je parle dans le texte, je me suis dit probablement que ce terrain vague en particulier partage... je ne dirais pas ma joie parce que c'est peut-être un peu trop fort comme mot, mais partage mon enthousiasme à certains aspects positifs de ce confinement. Et si on pouvait discuter, lui et moi, sans doute qu'il me dirait qu'il est très heureux de cette situation, puisque cette situation va lui permettre de poursuivre son état de vague et on va pouvoir enfin le laisser tranquille. Donc, au départ, j'ai voulu écrire le texte avec la voix du terrain vague, donc lui donnant la voix et le jeu, pour que le jeu ne soit pas moi, mais que le jeu soit vraiment le terrain vague. Finalement, dans l'écriture et sous les conseils de Jean-François et Chantal, c'est plutôt moi qui parle du terrain vague, mais j'ai souhaité quand même, même si le jeu est finalement moi, j'ai quand même souhaité parler du terrain vague pour lui, en fait, en essayant de lui donner la valeur que je pense qu'on doit lui attribuer à celui-là, mais à tout le terrain vague de manière générale. Et j'ai trouvé important, comme je le disais tout à l'heure, dans mon observation de la ville, c'est le temps présent qui prime. J'ai voulu, dans le texte, à un moment donné, créer cet effet où on comprend d'où vient le terrain vague, comment il se met en place, dans quel environnement il apparaît, mais que finalement, au moment où le confinement arrive, dans ce moment présent très fort, qui est que le terrain vague puisse enfin se dire « Ah, mais voilà !» enfin ce que j'attendais, est-ce qu'il va venir me sauver? Et j'ai voulu donc écrire ce texte pour qu'il y ait un peu un point d'orgue au centre du texte. Et finalement, ben, la vie reprend et l'histoire du terrain vague se poursuit. Mais j'ai voulu donc écrire le texte de manière à ce que ce point d'orgue arrive aux 2 tiers du texte.
Et comme dans mon travail, de manière générale, sur le terrain vague, j'essaie de multiplier les manières de le regarder. Donc, je le dessine, je le photographie, je le mesure, je ramasse des objets, des plantes, etc. Je me suis dit pour le texte, pour la contribution Novembre des Camerons, ce serait sans doute une bonne idée de multiplier aussi les formes de regard. Donc, déjà, il y avait le dessin qui allait faire partie de la publication, mais aussi donc mon texte. La photographie, en fait, le photocollage qui apparaît maintenant sur le site web, c'est un photocollage que j'ai fait. Celui-là, je pense, est en 2016, puisque ce terrain vague n'existe plus. Il est complètement démoli. Je me suis dit, mais pourquoi pas m'essayer à raconter cette histoire-là et à utiliser la sonorité de ce terrain vague pour faire la lecture du texte. Donc, les sons, la grande majorité, pas tous, mais la grande majorité des sons qui sont sur le balado sont des enregistrements que j'avais faits sur ce terrain vague-là il y a maintenant 5 ou 6 ans. Donc voilà, c'est un regard multiple sur ce moment présent heureux du confinement du COTV 087. Merci beaucoup, Carole Lévesque. Je conseille d'ailleurs particulièrement d'écouter la balado parce que avec les enregistrements, les effets sonores, justement, on a l'impression de se retrouver sur ce terrain vague. Ça vaut vraiment la peine d'écouter la version sonore. Là, je vous conseille particulièrement. On va passer maintenant à une dernière contribution, puis peut-être qu'on pourra, s'il y aura du temps, aussi parler à notre invité de France, Pierre, parce qu'il doit être assez tard chez vous. J'imagine par là-bas, il commence à se faire un peu plus tard en France. Mais avant, on va parler à Katharina Niemeyer, dont la contribution vient tout juste d'être publiée, où Olivier m'a annoncé là, au moment où on commençait le Zoom que la contribution vient d'apparaître sur le site, donc vous allez avoir la chance de la voir, mais je pense que Katharina va nous en présenter des extraits, justement, étant donné que son texte n'était pas publié avant la rencontre. Katharina Niemeyer est professeure à l'École des médias de l'UQAM. Elle est donc aussi auteure, chercheur et directrice en ce moment aussi du CELAT, le fameux Centre Culture, Art et Société, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont sont aussi membres Carole et Chantal. Donc, je donne la parole à Katharina qui va nous parler de son texte. Déjà, merci beaucoup. Je tenais à vous remercier à tous les deux, à toute l'équipe. Je sais que c'est un très grand travail de réussir à faire une belle mise en ligne et puis vous avez particulièrement bien réussi à représenter dans la forme aussi vos intentions avec ce projet. Donc, et je tenais aussi à vous remercier parce que je pense que dans mon cas, c'est entre guillemets encore pire que Carole, mais je ne suis ni écrivaine et pas non plus créatrice. Donc, je ne fais pas vraiment de la recherche-création. Donc, même si j'écris, mais voilà, donc c'est peut-être pas du tout à la hauteur. Je me sens un peu comme un imposteur en écrivant, mais en même temps, ça m'a permis peut-être d'écrire autrement les choses que je fais habituellement de façon cachée dans les publications plus scientifiques. Voilà, dans un tout autre formatage. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de contribuer. Au départ, j'avais commencé, alors aussi tout au début, j'avais vraiment pas envie de parler du confinement actuel. Un peu comme Alexandre l'a dit, puis Carole aussi, puis d'autres parmi vous, très simplement parce que j'étais embêtée par toute cette invasion de publications autour de nous, un peu partout. Hein. Ce n'était pas une question si c'était en France, au Québec, en Allemagne, j'en ai vu beaucoup aussi en Suisse. Donc, alors c'est le journal de bord du confinement. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose un inconfort que je sentais. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais donc faire? Et puis, j'étais sur un autre petit projet qu'on avait avec d'autres collègues aussi, qui s'appelle Gestes sans bord, qu'on pourra partager tout à l'heure, qui est un peu dans le même état d'esprit que votre projet. Et j'avais commencé à prendre des vidéos de l'intérieur, chaque jour une vidéo. Bon, ça, c'est des choses, c'est pas très... c'est pas très original en soi, mais j'avais pris en fait une petite vidéo chaque fois de 20 secondes, comme on devait se laver les mains à 20 secondes, de la fenêtre de l'appartement. Et je me suis dit, je vais peut-être faire quelque chose autour de ça. Et finalement, le jour où je me suis assise pour écrire, c'est devenu autre chose et peut-être plutôt aussi une forme
pas de manifeste, mais je pense que beaucoup, puis vous l'avez dit vous-même, donc je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà si bien résumé, soit dans vos textes aujourd'hui, dans les conférences, mais de parler de ce temps et des espaces suspendus d'une part. Donc le temps s'arrête, mais en même temps, ça continue à s'accélérer. Donc c'est vraiment un peu cet antagonisme qui m'a fait beaucoup réfléchir pendant la dernière année. Et puis aussi, je me suis dit, bon, confinement, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que c'est pas finalement aussi que finalement, nos cerveaux ne sont pas confinés. Donc, est-ce que c'est si grave que ça de ne pas pouvoir se déplacer aussi souvent qu'on peut le faire dans notre capitalisme effréné, à voyager 12-13 fois, à traverser les océans? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et puis, évidemment qu'on n'écrit jamais sans raison, puis ça revient un peu aussi à ce que Carole disait, puis mais aussi Emmanuel avec le très beau dessin aussi. En tout cas, un refuge vers l'intérieur et de réfléchir. En tout cas, c'est revenu aussi chez Alexandre au début de ton texte. On revient très vite en fait aux liens familiaux. Quels sont nos liens et où est-ce que nous sommes à la maison? Et puis, pendant cette période-là, c'était très simplement que mes parents ont vendu la maison familiale. C'est pas celle qui est dans le texte qui vient d'être publié. Mes parents ont vendu la maison familiale qui était dans la famille depuis 1933, qui a été construite juste avant la guerre, donc en Allemagne. Et puis, je devais normalement y aller puis les aider à déménager, puis faire le tri, en fait, faire le deuil de cette maison. Et évidemment, je ne pouvais pas. Donc, je n'avais, comme beaucoup de personnes, je pense que où le destin était vraiment plus grave que le mien de ne pas pouvoir rentrer chez moi. Et aussi, dans la même année, l'appartement de mes grands-parents, qui est mentionné dans le texte, il a été vendu. Donc, je ne peux plus jamais retourner dans ces lieux tels qu'ils aient été, mais je pense que c'est pour beaucoup de personnes le cas. Évidemment, puis je ne vais pas le lire parce que vous êtes toutes et tous bien plus en lien avec la littérature tous les jours, mais ça me rappelle vraiment le recueil de Hannah Arendt, je l'avais ressorti là, donc Heureux, c'est lui qui n'a pas de patrie, ses poèmes de pensée, où vraiment elle dit en fait, en gros, heureux, c'est lui qui n'a pas de patrie, en allemand, c'est wohl dem, der keine Heimat hat, sieht sie noch im Traum. Et je suis partie à partir de là parce que, contrairement à mes champs de recherche qui sont la nostalgie et les médias et puis les mémoires collectives et sociales, je ne suis pas si nostalgique. Je suis plutôt une mélancolique. Donc, je me suis retrouvée beaucoup dans le dessin d'Emmanuel. Mais je suis donc retournée dans ma pensée dans l'appartement de mes grands-parents, que j'ai décrit vraiment en détail avec tout ce qui m'est resté dans ma tête, parce qu'il y a très peu de photos de l'intérieur, parce qu'on n'a jamais trop pris le soin de prendre ces photos. Donc, je me suis attachée là à écrire. Puis, j'ai mélangé quand même, quand vous allez découvrir le texte, certains l'ont peut-être vu, parce qu'on avait partagé entre participants à la table ronde pour que vous sachiez de quoi je parle, mais je vais en lire aussi un extrait, pas trop prendre de temps non plus pour qu'on puisse discuter. Ça fait 4 minutes que je parle, 4-5. Donc, je suis revenue un peu, j'ai mon terrain vague dans mon cerveau pour faire d'ailleurs avec Carole. J'ai voyagé dans cet appartement. Et dans le texte, je dirais, il y a 70% du texte qui relève de l'autobiographie et 30% qui relèvent du reste. Donc, de ce qui m'est venu en fait à l'esprit à ce moment-là. Qu'est-ce que je notais d'autre pour expliciter un peu les choses? Non, je pense que c'est pas mal ça. Donc, comme peut-être les autres personnes que je vois, donc merci d'être là. Je vois Lou, Pierre, Laure, Marie-Christine, Florence, Hélène, Nina, mais aussi Pierre. Je pense que les autres, peut-être vous avez lu ou regardé le texte avant. Je me permets juste de lire, puis laisser ça comme ça et vous découvrir après, puis après on pourra échanger. Voilà. Donc je regarde en haut parce que je suis sur 2 écrans, donc c'est pas un regard hautain là que je vous jette. Donc vous me permettez juste de regarder mon second écran. Je ne sors plus beaucoup, juste pour faire les courses et pour m'occuper du jardin en devenir, car je me sentais un peu malade ces derniers jours. Mon mari me dit que c'est plus prudent ainsi et que c'est mieux pour tout le monde de rester chez soi. Il a oublié que de toute façon, je ne sortais pas trop et que nous n'avons pas les moyens de voyager beaucoup. Notre appartement, je le connais par cœur, depuis toujours et d'autant plus depuis quelques semaines, car je ne le quitte presque plus. Nous y vivons depuis la fin de la guerre. Mon mari a fui sa ville alors qu'elle était occupée par les soldats russes en venant jusqu'ici à pied sans ses parents. Il était encore un enfant. Il les a tous fait venir dans les années 1950, sa tante, son oncle et leurs petits, sauf ses parents qui ne voulaient pas partir. Depuis, il a affiché leurs photos dans la cuisine. Chaque jour, il nous
Ils nous regardent depuis leur maison et ils m'observent. Donc, à titre informationnel pour vous, c'est dans l'ancienne République tchèque, en fait, cette photo-là. Et un petit bout du reste du texte. Après la description un peu plus en détail de l'appartement, passant au salon. On y trouve une porte patio toute petite qui donne sur un balcon. J'y coupe souvent les haricots du jardin. Dans la pièce, il y a une table où mon mari joue aux cartes avec ses amis, mais on l'agrandit aussi le 25 décembre ou lors des anniversaires. Je cuisine habituellement trop de tartes et de gâteaux. C'est une table en bois, encore une fois, de couleur jaunâtre, avec des coussins beiges sur les chaises. Elle en a entendu des histoires. Elle en a senti des coups de collet sur elle, comme les feuilles d'automne sur l'asphalte après une grande pluie. La radio que mon mari apporte dans le jardin de temps en temps y est posée comme une statue fixe. Il faut surtout lui laisser sa chaîne de radio à lui. Je la trouve particulièrement plate. Il y a aussi un calendrier au mur, celui qu'une association de bienfaisance nous envoie chaque année, et un baromètre en bois et beige, sans surprise, que mon mari consulte quand son genou lui fait mal. La météo va changer. Pourtant, mon petit doigt qui fait mal avant la pluie est plus précis en général que son genou. Sinon, il y a un très grand armoire dans le salon avec quelques livres que je n'ai jamais lus parce que je préfère regarder la télévision. Et comme j'ai quitté l'école à 14 ans, j'ai un peu de mal à me concentrer, à lire correctement. Alors, assise dans un fauteuil du coin qui est proche de la fenêtre numéro 1, je feuillette des magazines sur la cuisine, les diètes, que je ne fais pas, et les maisons royales. Il y a aussi un grand canapé qui longe le mur. En face de l'armoire, une petite table dans le coin avec un téléphone fixe. On ne s'en sert pas souvent. Hormis ma fille, mon fils et mon frère, peu de gens appellent. Et quand je les ai au téléphone, mon mari est presque toujours dans le coin pour écouter ce que je dis et pour faire des commentaires à voix haute. Le film n'est pas assez long non plus pour quitter la pièce. Quel bonheur ce serait que le fil du téléphone ou du soi-disant super téléphone fixe sans fil que nous ne pouvons pas acheter puisse se rendre jusqu'au fond du jardin pour que je puisse passer mes coups de fil en paix. J'aurai un peu d'intimité, de liberté. Je continue, puis après je vais finir. Aujourd'hui, je prépare les patates. Mon mari est toujours derrière mon dos pour surveiller la cuisson, mais aujourd'hui, je suis tranquille, car il coupe du bois dans l'établi au fond du jardin. J'aime couper et préparer les patates, car je peux regarder dehors et la cuisine est mon propre espace. En haut à gauche sur la table, je pose toujours la casserole remplie d'eau, puis j'enlève la peau des patates soigneusement, ensuite je les lave. Quelques traces brunes restent sur le jaune, ce n'est pas gênant, et je dépose les patates coupées en deux, la plupart du temps dans la casserole. En général, je prépare au moins 3 patates par personne, mais nous sommes surtout en duo ces temps-ci. Avant, ma fille et mes petits-enfants venaient manger après l'école, mais ce n'est plus le cas. Ils sont grands maintenant et je crois qu'ils me trouvent ennuyante. C'est normal, moi aussi je me trouve ennuyante, disant que je suis ennuyée. Je m'observe souvent en train de peler lentement 6 patates, ça va vite, si vite. Je n'aime pas faire la vaisselle. Ma mère versait souvent des larmes en silence dans l'eau ou encore. Elle les cachait simplement avec un torchon de cuisine quand quelqu'un rentrait et elle tournait le dos. Le lavabo donnait contre le mur sans fenêtre. Est-ce génétique de pleurer quand on fait la vaisselle? Ce qui est aussi le titre du récit. Donc, je suis dans mes 7 minutes. Voilà, et puis donc, vous pouvez poursuivre le texte pour celles et ceux qui l'ont lu. Je pense que vous aurez compris, je parle du confinement d'une personne de ma famille et aussi du confinement que vivaient les femmes dans les années 50 qui ne pouvaient pas aller à l'école dans l'après-guerre. Voilà. Dankeschön, Katharina, merci beaucoup. Merci de nous avoir lu un extrait aussi. Le texte, comme je l'ai dit, est apparu maintenant sur le site, donc vous pouvez aller le lire. Avant de commencer la discussion, j'aimerais peut-être quand même qu'on donne la parole à un invité qui était inattendu et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se retrouve à Paris, donc à une heure assez tardive, autour de 9h ou 21h ou à peu près chez vous. Alors, Pierre Troulier qui est avec nous. Carole nous parlait tantôt de la marche à travers les villes. Pierre, lui, est connu comme étant le poète runner. Donc, lui, il court plutôt à travers les villes, notamment dans Paris, et il nous a envoyé une série de poèmes intitulé La Quatorzaine de Paris. J'aimerais peut-être qu'il nous en dise quelques mots. Peut-être, il avait pas préparé, je pense, de discours, donc ça peut être assez bref, mais on aimerait profiter de sa présence, peut-être, pour qu'il nous dise quelques mots à ce sujet. Alors, je te laisse la parole, Pierre. Merci, cher Jean-François. Merci, cher Chantal. Je voudrais commencer
en disant à quel point je suis impressionné au jour le jour en découvrant chaque nouvelle contribution. Moi, je n'ai pas participé aux tables rondes qui ont précédé le travail éditorial, qui ont accompagné le travail éditorial. Et je me sens souvent extrêmement modeste et humble devant la qualité des textes que vous avez encouragés et retenus. Parmi tous ces textes, je crois que c'est celui de Chantal qui exprime une sensibilité très proche de la mienne, ou en tout cas de ce que j'ai mis dans La Quatorzaine de Paris, qui est une suite de 14 sonnets, donc de 14 fois 14 vers. Il y a l'attention au paysage, qui concerne plus particulièrement mon métier, puisque j'enseigne dans une filière qui mène aux grandes écoles de paysage, d'architectes paysagistes en France. Mais surtout, il y a dans le texte de Chantal une attention toute particulière portée à la ville, à l'urbanité. Qu'est-ce qui fait l'urbanité d'une ville au moment du confinement? Que reste-t-il de la ville quand la ville n'est plus elle-même, quand la ville n'est plus dans la ville, si l'on veut dire les choses de manière un peu peut-être exagérée. Et c'est une question, moi, qui m'intéresse d'autant plus que la plupart des poèmes que j'écris concernent ce sentiment urbain, et Paris en particulier. Donc, moi, j'avais au contraire de certains d'entre vous très envie d'écrire sur le confinement, mais pas le confinement en tant qu'il me forçait à rester chez moi. Moi, j'avais quand même envie de me projeter à l'extérieur. J'avais envie de savoir ce que la ville allait devenir durant cette période. Voilà. C'est une tradition poétique qui est ancienne, que vous connaissez toutes et tous. Moi, je citerai surtout Jacques Réda et Jacques Roubaud, qui sont vraiment pour moi les deux grands phares sur lesquels je me guide. Donc, La Quatorzaine de Paris parle de ce qui arrive à une ville comme Paris, la ville lumière, la ville qui est censée être le centre du monde, si on se réfère aux écrits des philosophes des Lumières, quand il n'y a plus rien. Voilà. Et d'ailleurs, là, au moment même où je vous parle, à la fenêtre, ça continue, puisque le couvre-feu entretient cet état des choses, même si le couvre-feu, c'est une poétique un peu différente de celle du confinement. Donc voilà ce que j'ai voulu faire. Mes sonnets sont datés, mais c'est un faux journal. Si c'est un journal qui se moque des journaux de confinement. Les dates ont une valeur, bien sûr, ironique, voire satirique. Parfois, il y a beaucoup de satire, beaucoup j'espère, d'humour dans ces sonnets. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt de reprendre et de subvertir une vieille tradition poétique qui s'appelle la couronne de sonnets, qui consiste en une série de 14 sonnets très codifiés, dans lesquels un certain nombre de vers sont repris du premier jusqu'au dernier. C'est un exercice de virtuosité que les poètes anciens pratiquaient. Et c'est pour ça que mon dernier sonnet s'appelle « Le grand confinement », comme si on revenait au début. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière très, très brève sur ce qu'ont été mes intentions, et en tout cas sur le grand plaisir et même l'honneur de voir ces textes figurer aux côtés des vôtres, qu'ils aient été publiés ou qu'ils soient publiés dans les jours qui viennent, puisque à chaque nouvelle publication, je les lis et j'essaye de les relayer à la fois sur Facebook et sur Instagram, où je suis assez actif. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour ta contribution. Merci pour cette présentation. Et merci aussi pour les partages sur les réseaux sociaux qui nous attirent de nouveaux lecteurs. On a aussi une auteure future qui est présente, mais comme sa contribution n'est pas encore publiée, je ne sais pas si on peut lui donner la parole. Pardon de t'interrompre, Jean-François. Je pense qu'on a plusieurs personnes qui sont des contributeurs dont les textes ou les œuvres vont paraître au cours des prochaines semaines. Je pense que Hélène Rioux est parmi nous également, mais Laure Gauthier est là.
Bonjour Laure. Laure qui est d'ailleurs traductrice d'Alexander Dekao, comme c'est intéressant. Je ne le savais pas avant de recevoir leur texte ou de les inviter, je ne sais plus. Et donc, merci beaucoup Pierre pour cette intervention. Merci à tous ceux qui ont parlé récemment. Je vous laisse la parole dans un instant. J'aimerais juste mentionner que je suis vraiment ravie de faire votre connaissance en ligne, ceux que je n'ai pas encore rencontrés, mais avec qui on s'est écrit plusieurs fois quand même depuis les derniers mois. Et pour ceux que je connais déjà, donc je suis vraiment contente de redécouvrir certains aspects de vos recherches, de vos travaux ici en ligne. Nous avons aussi, il ne faudrait pas oublier, j'aimerais bien qu'on présente les œuvres, certaines œuvres visuelles qui accompagnent les textes. Nina Bergson est aussi l'une des contributrices qui nous a offert de très beaux portraits de pandémie, Pandemic Portraits, et qui sont apparus un peu plus tôt dans le projet. Est-ce qu'on peut les voir? Oui, alors là, on les voit qui défilent rapidement. Donc, je crois que pour Nina, d'après ce que j'en sais, c'est à l'occasion du confinement, elle a eu envie de faire des portraits de membres de sa famille, entre autres, qui sont un peu partout dans le monde, puisque finalement, parfois, les gens qui sont à Tel Aviv ou ailleurs sont très éloignés, mais avec le confinement, même ceux qui étaient à Montréal se trouvaient aussi loin, d'une certaine façon, ne pouvant plus les voir et les rencontrer comme c'était le cas d'habitude. Donc, vous avez ici quelques-unes de ces œuvres qui défilent à l'écran. Est-ce qu'on pourrait ensuite enchaîner avec l'œuvre d'Emmanuel, peut-être, qui est... Alors, ça, c'était vraiment Emmanuel Caton qui nous a proposé un dessin. Emmanuel Caton est connu pour ses romans, pour son écriture, mais alors, c'était la première fois, je crois que, pour moi, c'est une découverte, ce dessin aux racines nombreuses et aux ramifications qui nous renvoient, qui nous plongent directement dans un univers très, très proche de celui de Kafka. Je ne sais pas si, Emmanuel, tu as quelques commentaires à faire à ce sujet. J'étais sur mute. Merci beaucoup. En fait, je pourrais dire que si, moi aussi, comme vous toutes et tous, j'hésitais disons, à faire un journal de confinement. Je pense que si j'en avais fait un, ça aurait été peut-être celui-là, puisque bon, petit à petit, les visages se sont constitués au fur et à mesure voilà, que les événements se déployaient ici à New York. Et puis bon, je pensais lui donner un titre qui se serait appelé Autoportrait, puisque bon, c'était un petit peu les différentes phases que j'ai traversées moi-même, mais évidemment l'occasion que tu m'as donnée, Chantal, de le rapporter au texte de Kafka lui a donné un autre titre. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut voir maintenant l'illustration d'Eleonore Goldberg qui accompagne mon texte? Voilà. Alors, j'avais invité Eleonore Goldberg, qui est une autrice et illustratrice, BDiste, franco-canadienne, avec qui je partage beaucoup de choses, en fait. On a plusieurs intérêts communs et elle m'a proposé de m'envoyer une illustration après avoir lu mon texte. Il ne s'agissait pas d'illustrer le texte, donc ce sont vraiment deux œuvres différentes. Son dessin s'intitule d'ailleurs « Le rêve d'Émilie ». Et quand j'ai vu ce magnifique dessin, parce que je le trouve très, très beau, j'ai été étonnée de voir à quel point, justement,
on était sur la même longueur d'onde, puisque cette forêt en chambre, ben voilà, exactement, je me suis dit, c'est exactement ça, forêt en chambre. Et ce qui était extrêmement intéressant, très important de souligner, c'est qu'Éléonore, est non seulement dans une phase de création et d'enseignement durant le confinement, mais elle est également, elle est enceinte, donc elle est vraiment plongée dans la procréation, ce qui est tout à fait intéressant en période de confinement. On peut remarquer aussi que donc le personnage féminin qui se trouve sur son dessin, une femme nue sur un lit, étendue sur un lit, voilà, le ventre bien arrondi. Donc c'est, je pense, aussi un reflet de la réalité qu'elle vit en ce moment. Malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on dise quelques mots sur cette œuvre. Peut-être qu'on pourrait aussi montrer la contribution qui vient de paraître, ou peut-être la contribution de Carole, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, qui est accompagnée aussi d'une photo de son ami, là, c'est OTV087, et au bas aussi du dessin qui orne notre page d'accueil, le Centre-Ouest, avec la balado-diffusion que vous pouvez écouter là directement sur le site. Et la contribution qui vient tout juste de paraître là, de Katharina Niemeyer, Est-ce génétique de pleurer quand on fait la vaisselle, là, que vous pourrez aller lire à la suite de cette présentation, mais dont Katharina nous a déjà lu un extrait. Comme j'avais commencé à dire, il y a Laure Gauthier qui est ici aussi, qui va présenter ses poèmes audio magnifiques très bientôt. Donc, je ne sais pas si Laure voulait nous dire un mot aussi, étant donné qu'on peut profiter de sa présence en ce moment, ou si elle préfère, si vous préférez attendre un deuxième dialogue au moment où votre œuvre sera publiée. Je pense que c'est peut-être préférable qu'on puisse la traverser, en tout cas en faire l'épreuve, et de parler à ce moment-là, de laisser les poèmes en avant de ce que je pourrais en dire, c'est peut-être préférable, je crois. Ouais, bonne idée, bonne idée. De toute façon, on prévoit d'autres dialogues. Là. Donc, on fera un dialogue à ce moment-là qui pourra vous inclure plus directement dans la discussion. Donc, j'ouvre peut-être maintenant le plancher, si on peut dire, virtuel à la discussion. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires mutuels par rapport aux auteurs, je vous cède la parole. Je vais arrêter de partager mon écran en même temps. Et je vous laisse la parole. Vous pouvez peut-être utiliser la petite main qu'on peut lever là, si vous voulez que je vous donne la parole, ou vous pouvez simplement ouvrir votre micro et prendre la parole. Ça serait peut-être encore plus simple. Alexander, je crois que je vois une main levée là. En fait, je ne sais pas si c'est un commentaire ou une question, mais j'étais frappé tout d'un coup par le fait que chacune des contributions qu'on a vues, d'une manière ou d'une autre, aborde l'espace. Donc, il y a les terrains vagues, il y a la forêt, il y a l'espace d'un intérieur architectural, les îles dans mon espèce de nouvelle, le terrier, etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça doit être un commentaire. Voilà. Mais je me demande pourquoi. C'est un commentaire tout à fait perspicace. J'avais remarqué la même chose aussi là, pendant les discussions. J'étais fasciné par l'importance des lieux, par l'importance de l'espace. Cette île, ce terrier, ce terrain vague, la montagne, la chambre, la maison. On est vraiment dans les lieux. Hein. Alors qu'on parlait de temporalité au début, puis on se rend compte peut-être que cet événement aussi nous a ramenés dans des lieux. Ou peut-être que les lieux sont devenus importants parce qu'on est dans tellement de lieux maintenant désincarnés comme on l'est en ce moment. Peut-être que les lieux physiques redeviennent plus importants, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires ou des choses à ajouter? Chantal? Peut-être que justement cette traversée des lieux qui soient extérieurs, intérieurs, urbains, végétaux, et fait en quelque sorte, peut-être que c'est le pendant à des questions qui nous animent tous, comment traverser le temps.
comment traverser le temps de la pandémie. On ne sait plus exactement de quel temps on parle. C'est un temps qui ne cesse de ralentir, qui connaît différentes phases et voilà, peut-être que justement l'ancrage dans l'espace à ce moment-là offre une réponse temporaire, du moins sur le plan littéraire. Merci Chantal. Je crois qu'il y a Emmanuel aussi qui a la main levée. Oui, je voulais rebondir là-dessus, mais peut-être je vais laisser Laure Gauthier parler d'abord. Je pense que vous aviez la main levée avant moi. J'ai une difficulté iconographique. Mais non, c'est très heureux d'entendre. On a tous eu, je crois, c'est une forme de pudeur, voire même de répulsion, une forme d'épanchement ou d'immédiateté dans un journal de confinement. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous écouter. C'est pour ça que je ne veux pas y mêler ma parole autrement qu'à dire que j'ai apprécié. C'est pas de côté, ou en tout cas une difficulté peut-être, en tout cas, à savoir quel déplacement. Moi, je suis très sensible aux images dialectiques, en tout cas, c'est pour ça que j'étais aussi sensible. Je lisais les journaux de Kafka traduits. Je suis germaniste, donc je lisais en allemand, mais je les ai redécouverts en français au moment du confinement, dans une très belle traduction de Cannes. Donc, que ça soit Kafka, je n'oppose pas cette différence dans le temps, ce pas de côté dans le temps ou dans l'espace. Je crois qu'on a tous eu peur d'un épanchement un peu vide, ou en tout cas d'une forme anecdotique ou du fait divers. Je faisais une résidence, moi, sur le fait divers à ce moment-là, sur poésie et fait divers, et sur la fait diversification du monde. Et c'est vrai qu'il y aurait une forme insupportable à donner plus peut-être d'espace et de ne pas réagir à d'autres phénomènes politiques, sociaux ou culturels. Pourquoi tout d'un coup celui-ci, même s'il était grave. Et c'est vrai que moi j'ai fait un autre pas de côté dans Kafka au même moment, mais différent, donc j'ai aussi beaucoup apprécié, mais où dans les promenades, et cela va ensemble, c'est peut-être justement dans un présent qui soit pas immédiat, et c'est quand même l'endroit depuis lequel on écrit, et c'est peut-être ce côté acculé qui a fait peur à beaucoup d'amis écrivains, et en tout cas en vous entendant aussi, et ce que j'apprécie à vous lire et à vous entendre, c'est d'avoir quand même réussi à faire un détour qui soit dans le temps et dans l'espace, justement pour qu'il n'y ait pas cet aplatissement voilà, un présent dans toute sa complexité, non pas un présent trop vite rendu, voilà. Et ça, c'est un an plus tard, on peut se dire que c'est quand même d'être parvenue. Au début, j'étais aussi un peu sceptique avant que Chantal, très gentiment, me convie à ça. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'est tissé de profond, parce que justement, il a fait ses détours dans le temps et dans l'espace. Donc ça, c'est très heureux. Voilà. Merci beaucoup, Laure Gauthier, pour ce commentaire tout à fait pertinent. Et je crois que Emmanuel voulait peut-être enchaîner sur... Oui, très rapidement. En fait, je voulais un peu rebondir sur ce qui avait été dit à la fois par Laure Gauthier, par Alexander et par Chantal. Je pense qu'effectivement, il y a à la fois une traversée de l'espace et du temps. Et moi, l'un des fils conducteurs qui me semblait, qui m'a un peu frappé, et surtout en vous écoutant aujourd'hui, c'est aussi un certain rapport à la mémoire. Enfin, vous me direz, c'est peut-être un peu mon obsession aussi, mais j'ai lu un article dans le Guardian il n'y a pas longtemps sur un phénomène que les neurologues ont appelé le brain fog. Donc, ce qu'on pourrait appeler en français, je ne sais pas, l'enténèbrement de l'esprit ou le brouillard du cerveau qui caractérise le confinement, et bon, qui comporte plusieurs dimensions, mais dont l'une d'entre elles est justement l'idée de production de souvenirs. Le fait que beaucoup de gens se plaignent de ne plus se souvenir aussi bien, ou alors de confondre les événements, les uns dans les périodes, quand est-ce que tel événement s'est produit dans notre vie quotidienne, etc. Et donc cette espèce de flou artistique du souvenir me paraît intéressante. Et ce que j'ai remarqué dans plusieurs textes, c'est aussi la question de la production du souvenir. Je l'ai vu dans le texte de Katharina en particulier. Comment est-ce que dans ce qu'on vit en ce moment, enfin dans la période de confinement, comment est-ce qu'on arrive à produire de nouveaux souvenirs, et est-ce que quelque part finalement, ce qu'on vit aussi, ce n'est pas une certaine interruption
ou en tout cas un certain défi à la production de nouveaux souvenirs, puisqu'on est finalement dans une forme de répétition. Voilà, je voulais dire ça. Et puis l'autre commentaire, c'est que j'ai bien apprécié le côté science-fiction du texte d'Alexander, qui m'a beaucoup rappelé un auteur américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle George Saunders, qui est un écrivain de nouvelles aussi de science-fiction, et qui est aussi dans le registre du tragique, parce que quelque part, c'est une allégorie, ce sont des allégories qui ont un peu perdu leur référent, et donc on est dans une forme d'énigme. Énigme d'ailleurs qui a traversé les autres textes aussi qu'on a lus. Voilà. Merci pour ce commentaire qui n'était pas si énigmatique, finalement, on a bien compris. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent ajouter des commentaires ou qui ont des questions pour les auteurs. On a largement dépassé la période qu'on avait prévue là, pour la présentation, mais on peut encore faire de la place. Je voudrais juste dire un petit mot. J'ai remarqué que justement dans ce Zoom Fog dont plusieurs font l'expérience depuis des mois, je viens d'en être atteinte puisque j'ai mentionné que Laure Gauthier traduisait Alexander Descartes, mais en fait c'est l'inverse. Je crois que c'est Alexander qui a déjà traduit Laure. Mes excuses. C'est effectivement le brouillard zoomesque peut produire toutes sortes d'effets semblables. Donc, comme j'avais commencé à dire, on a largement dépassé la période d'une heure qu'on avait prévue là, pour la discussion, mais rien ne nous empêche de continuer s'il y a encore des interventions. Sinon, on peut aussi se donner rendez-vous pour un deuxième dialogue avec d'autres auteurs dans un avenir quand même pas trop lointain. Je suis très content d'avoir pu vous entendre après vous avoir lu. La plupart d'entre vous, je ne vous connaissais pas encore en personne, mais je vous connais au moins en 2 dimensions, un jour peut-être en 3 dimensions. Donc, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Merci aux gens qui sont aux États-Unis, en France. C'est quand même la magie de cette technologie-là nous permet au moins d'avoir ce type de présence qui est peut-être pas parfaite, mais qui nous permet quand même d'entretenir des conversations tout à fait intéressantes. Alors, on peut peut-être s'arrêter sur ça, à moins que d'autres veulent ajouter encore un mot. Je voulais juste vous remercier. J'ai malheureusement 1 minute entre deux la prochaine rencontre Zoom, parlant de Zoom Fog. C'est vendredi chargé. Donc, ça m'a fait plaisir de voir les visages, certains visages derrière quelques textes. Au plaisir de vous voir peut-être à la prochaine table ronde. Carole. Merci. Oui. Carole, justement, avant que tu ne parles, je voulais savoir si tu savais que dans Les ruines de Paris de Jacques Réda, il y a un poème qui s'intitule L'Union pour la préservation des terrains vagues, l'UPTV. Oui. Oui, je connais. Voilà. C'est une très belle proposition d'ailleurs. Oui. Alors, sur ce, je vous remercie aussi toutes et toutes, encore une fois. Je pense que c'était un très bel événement. On a eu l'occasion d'échanger. Je vous invite aussi à continuer d'écrire si vous avez des commentaires au fur et à mesure que les textes sont mis en ligne et les œuvres. Et puis, donc, à la prochaine pour un prochain dialogue. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous, à toutes. Merci. Au revoir.